Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 20h. Voici les titres. Le Bénin prépare une demande d'extradition du panafricaniste Kémi Séba, arrêté en Afrique du Sud. Dans une déclaration faite cet après-midi à Cotonou, le procureur spécial indique que la procédure est en cours de finalisation. Et si l'économie d'un pays pouvait être racontée par l'art, c'est à cette question que répond l'exposition Equilibrium Wind, le vent d'équilibre. Sur le plan international, le général Évariste Ndayishimiye, président du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, UA, s'est rendu ce lundi 20 avril à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail. Dans l'Hexagone, la ville de Gdańsk en Pologne a abrité le premier sommet franco-polonais pour un renforcement des liens entre les deux pays. Et en Russie, les services de sécurité affirment avoir arrêté une Allemande avec une bombe dans son sac. Chers téléspectateurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur ce plateau du 20h. Nous démarrons donc ce journal avec l'intervention du procureur spécial Près la Criette. Le Bénin prépare donc une demande d'extradition contre l'influenceur panafricaniste Kémi Séba, arrêté en Afrique du Sud. Dans une déclaration faite cet après-midi à Cotonou, le procureur spécial a indiqué que la procédure était en cours de finalisation. Mario Metonou est ici au micro de Victorine Bondé et Oded Dossou. Suivez. Le premier mandat d'arrêt en date du 13 juin 2025 porte sur des faits de blanchiment de capitaux. Le second, en date du 12 décembre 2025, concerne des faits d'apologie de crimes ainsi que d'incitation à la haine et à la violence. En exécution de ces mandats d'arrêt, j'ai officiellement saisi les autorités judiciaires de la République d'Afrique du Sud par les canaux légaux d'une demande d'arrestation provisoire du nommé Kapochichi Stelio Gilles Robert. Ladite demande vise à obtenir son placement en détention provisoire en Afrique du Sud au titre des infractions commises au Bénin, dans l'attente de la formalisation d'une demande d'extradition vers le Bénin. À ce stade, la demande d'extradition du Bénin n'a pas encore été soumise. En ma qualité de procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, je procède actuellement à la préparation de cette demande, laquelle s'inscrit dans le cadre des conventions multilatérales auxquelles la République du Bénin et l'Afrique du Sud sont parties. Il s'agit d'une procédure essentiellement judiciaire, préparée, transmise et examinée par les autorités judiciaires de l'État requérant et de l'État requis. Les autorités politiques n'interviennent à ce stade que pour assurer la transmission des demandes par voie diplomatique. Je tiens à saluer ici le professionnalisme des autorités policières et judiciaires sud-africaines dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous tenir informés de toute évolution de cette procédure. Notons qu'aux dernières nouvelles, l'activiste panafricaniste Kémi Séba aurait demandé l'asile à Pretoria, en Afrique du Sud. À l'Assemblée nationale, le président a reçu en audience ce lundi l'ambassadeur de Turquie près le Bénin. Mesut Koç a transmis au président Joseph Jogbenou une lettre de félicitations turque pour son élection à la tête de l'Assemblée nationale béninoise. Occasion pour les deux personnalités d'aborder la question du renforcement des liens de coopération entre le Bénin et la Turquie. À l'Assemblée nationale, le président a reçu en audience, comme vous l'avez suivi, l'ambassadeur de Turquie près le Bénin. Nous poursuivons avec le reste de l'information. Les armées béninoises se modernisent un peu plus dans leur rang. Des opérateurs de drones sont désormais formés et prêts à être déployés sur le terrain. Ils seront insérés dans les sections et unités de combat. Ghislain Poguet est allé constater une des applications possibles de ces dispositifs à mettre en place. Voici son reportage. Le chef d'état-major général des forces armées béninoises passe en revue les rangs des nouveaux sous-officiers opérateurs de drones.
Une centaine d'opérateurs de drones prêts à être déployés sur tout le territoire national, partout où le besoin existe. La guerre classique a évolué, l'espace de bataille aussi. La guerre qui se déroule aujourd'hui en Europe a mis en exergue l'utilisation des drones. Le retour d'expérience que nous avons eu de tous ces conflits est que nous devons mettre l'accent sur les drones et les opérateurs de drones. Le besoin se faisant sentir, le chef suprême des armées a autorisé les armées à recruter des opérateurs de drones. Les conflits du Moyen-Orient aujourd'hui nous prouvent que nous n'avons pas tort et il est important pour nous de former des spécialistes qui nous permettront d'opérer ces drones, mais également d'assurer la maintenance de ces équipements précieux. Ils nous permettront d'anticiper et d'accomplir au mieux les missions qui sont les nôtres, surtout avec le terrorisme auquel nous faisons face dans le septentrion. L'utilisation de ces drones ira de l'observation à l'attaque. De l'observation à l'attaque, de la recherche de l'information sur l'ennemi, de la surveillance de ses mouvements, jusqu'à l'attaque, jusqu'à l'appui-feu. Ici, certains de ces opérateurs de drones évoluent dans une section d'infanterie pour une opération précise. Lors de la progression d'une section, le chef du premier groupe a eu visuel sur un carrefour. Et sur ce carrefour, il est masqué complètement sur un côté de ce carrefour. Donc, il doit pouvoir, partant de là, demander un appui, rendre compte à son chef section et demander qu'il lui apporte un appui rance sur le côté masqué de l'objectif. Appui rance. Aller à la recherche d'informations pour permettre au chef de la section en progression de prendre de bonnes décisions. Tigre, ici Tigre, un parler. Tigre à l'écoute parler. La voix qui répond à l'autre bout du fil, c'est celle de Makiatou, la chef section, une officier formée à Thiès au Sénégal, dans l'école des Djambar. Face à moi, à 150 mètres environ, un carrefour. Je demande appui rance. Reçu de Tigre, attendez. Elle vient de demander qu'on lui permette de voir plus loin, devant. Echo Oscar. Fournit un appui rance. Départ immédiat. Accusé, réception. Message reçu pour aller voir de plus près de quoi il s'agit. Les opérateurs de drones entrent en scène. Tigre ici, Echo Oscar, départ drone. Un tout petit drone, de la taille d'un moineau, vole vers le carrefour. Voici l'image qu'il renvoie. 3 hommes en armes, surveillant le carrefour. Sur les positions de l'opération Mirador au nord du pays, il était déjà question de drones. Nous allons étoffer nos moyens de reconnaissance aérienne pour avoir des drones, suffisamment de drones sur les positions pour pouvoir nous précéder dans nos reconnaissances offensives, pour pouvoir assurer la sécurité des positions que nous occupons, pour pouvoir nous donner donc un avantage face à l'ennemi. Sur instruction du président de la République, nous allons tout faire pour qu'il soit acheté au plus vite, afin que nous puissions également avoir une discussion aérienne avec l'ennemi. Les conditions de cette discussion se mettent progressivement en place. La section exécute la mission avec succès. C'est dans le mouvement de repli que les hommes sont pris pour cible. Leur réaction est énergique. Un exercice qui a testé la cohésion entre fantassins, transmetteurs et opérateurs de drones. Venons-en au démarrage du certificat de qualification au métier CQM. Depuis ce matin, les candidats sont évalués entre insertion professionnelle et validation des compétences. Cet examen marque une étape décisive et met en lumière les métiers techniques devenus essentiels dans les départements du Zou et du littoral. Le point avec Rachidat Bio-Maman. Ils sont des milliers de jeunes à prendre part à cet examen où seuls les gestes et la maîtrise des outils comptent. Un test décisif pour leur avenir professionnel. Au lycée Pondéou de Cotonou, calme et sérénité accompagnent les candidats. Ça fait 3 ans que je suis en formation en électricité bâtiment et aujourd'hui je passe l'examen CQM pour tracer un chemin meilleur. Ça peut m'ouvrir des portes
Si je cherche un travail, ça peut m'aider à trouver très vite le travail. Ça représente pour moi un diplôme connu par l'État. Je me suis préparé en bonne et due forme. J'ai la foi, j'ai pas de doute. L'examen obéit à la crédibilité. Dans ce centre de lancement officiel, les épreuves concernent l'électricité, le bâtiment et la maçonnerie. Il y a 38 507 candidats inscrits, dont 22 914 femmes. Nous avons 126 métiers qui sont inscrits et tous ces candidats vont composer dans 8 branches. À travers l'examen du CQM, notre pays, le Bénin, réaffirme sa volonté de promouvoir l'excellence, l'employabilité des jeunes, la professionnalisation des métiers et le développement du capital humain, indispensable à la croissance économique et au progrès social. À Covey, même exercice. Les candidats composent en plomberie, coffrage, restauration et ferraillage. Nous avons 200 candidats. Nous avons 110 femmes et puis 90 sexes masculins. Au-delà des métiers, la 6e session du certificat de qualification au métier qui s'ouvre se veut plus inclusive, avec une attention particulière portée aux personnes en situation de handicap et aux détenus. 108 personnes en situation de handicap, dont 71 femmes ainsi que 157 détenus, parmi lesquels 8 femmes. Cette initiative illustre la volonté du gouvernement de faire de la formation professionnelle un levier de réinsertion sociale et de seconde chance. Le certificat de qualification au métier se déroule du 20 au 25 avril dans plusieurs centres du pays avec un objectif clair, valider des compétences et faciliter l'accès aux métiers techniques. Nous sommes en pleine saison des mangues. Elles sont belles et juteuses, mais attention, les excès peuvent nuire à la santé. Que faut-il savoir? Quelles sont les bonnes attitudes à adopter pour en profiter sans risque? Élément de réponse dans ce sujet de Christelle Tongodo et Filiano Bobleno. Sucrée, juteuse, irrésistible, la mangue fait son grand comeback. Mais derrière ce plaisir de saison se cache une question. En consomme-t-on sans modération ou avec précaution? Les mangues, en tout cas, j'en raffole. Ça fait que quand il y en a, je prends à satiété. Quand j'étais au nord, bon, je ne peux pas calculer le nombre de fois que j'en prends. Mais ici, bon, toutes les fois que j'ai l'occasion, j'en prends. Comme c'est la saison des mangues, j'en mange environ 3 par jour. Mais d'habitude, j'ai tendance à en abuser. Pour ma part, je préfère éviter d'en consommer car elles contiennent souvent des vers et me provoquent des maux de ventre. Bon, pour les jeunes enfants, il n'y a pas forcément une fréquence parce que ce sont des personnes qui ont besoin assez de glucides. Et puisque la mangue contient des glucides, ça aide beaucoup avec les vitamines. Mais quand on a 35 ans et plus, moi j'ai l'habitude de dire de ne pas dépasser 100 grammes. Sur les étals comme dans les marchés, ce fruit emblématique séduit par son goût et ses bienfaits. La mangue regorge de beaucoup de vitamines qui permettent de renforcer le système immunitaire. C'est très gorgé de vitamine A, vitamine C pour renforcer davantage l'immunité. Mais au-delà aussi, nous avons la vitamine E. Tout ce complexe vitaminé permet à la mangue d'être quand même un fruit, moi, en tant que nutritionniste, j'appelle ça un fruit même thérapeutique. Mais au-delà, on a aussi les fibres qu'on peut retrouver au niveau de la mangue qui peuvent faciliter la digestion pour certaines personnes. Mais attention, mal lavée ou consommée dans de mauvaises conditions d'hygiène, la mangue peut exposer à de graves maladies. La typhoïde, mais je vais parler des salmonelloses au fait, qui sont quand même des infections bactériennes digestives qui peuvent agir et apporter des problèmes pour la santé de la population. Au-delà de ça, on a les maladies diarrhéiques, nous avons aussi les maladies telles que l'amibiase et tout. Avant de consommer, il est essentiel de bien laver le fruit, utiliser des ustensiles propres et éviter les mangues déjà découpées à l'air libre. Phénomène récurrent depuis une dizaine d'années, il s'agit de l'invasion des algues. Ce sont des organismes aquatiques que l'on observe fréquemment sur nos plages, le plus souvent de couleur brune.
On les retrouve en général dans les îles Caraïbes et leur milieu de prédilection est l'océan Atlantique. Elles ont des conséquences donc sur l'environnement et sur la santé. Jules Akwaïkou et Amandine Agnambossou ont fait le constat. Suivez. À la surface de l'océan, elles dérivent au gré des courants. Les sargasses, ces algues brunes, accomplissent tout le cycle de vie en pleine mer. Mais depuis quelques jours, un phénomène inquiète. Les plages sont envahies. En s'échouant massivement, elles forment d'épaisses couches le long du littoral et transforment le paysage côtier. Je suis venu ici ce matin, j'ai trouvé les choses au bord de la mer. Avant, ce n'était pas comme ça. Donc, j'ai posé la question aux agents d'entretien, ils m'ont dit que ce sont des plantes qui sont au-dessous de la mer. Ça m'a étonné. Bon, ça a rendu la plage tellement sale. Un mois, 2 mois, 2 mois et demi. Nous balayons ces algues depuis 1 mois. Encore 2 mois et il y aura du répit. Ça dégrade l'esthétique de la plage. Nous balayons surtout pour assainir les lieux et protéger les tortues marines. Elles étouffent la faune marine et demandent des efforts considérables pour être ramassées. Plusieurs facteurs se combinent pour expliquer cette invasion. La pollution, par exemple, peut les détruire. Nous avons également les changements climatiques. Les changements climatiques aujourd'hui qui impactent plus ces algues et qui, finalement, dès qu'elles meurent, deviennent maintenant au merci des vagues qui les amènent sur les plages. Que ça se dépose sur la plage, vous voyez déjà l'aspect que ça donne. Ça impacte déjà le tourisme parce que ça dérange les gens quand ils viennent à la plage. Donc c'est ça. Sinon, à l'étape naturelle, les algues ne sont pas nuisibles. Mais dans leur décomposition, comme je l'ai dit, ça peut déjà émettre des éléments chimiques qui sont nauséabonds. Comme vous le voyez, il y a quand même des ONG qui sont recrutées pour ça, pour nettoyer à chaque fois où ces algues se déversent. Oui. C'est un phénomène en fait qui commence à partir du mois d'avril et jusqu'à la fin de l'année, vous allez les voir. Vers le mois de juillet, ça va s'accentuer un peu et puis après ça va disparaître progressivement jusqu'à la fin de l'année. Pourtant, en haute mer, ces algues jouent un rôle essentiel. Mieux, elles représentent aussi une ressource à valoriser. Plein d'espèces comme les poissons, les tortues se nourrissent des algues. Donc quand elles flottent, ces espèces vont les chercher, vont les manger. Donc ça c'est toujours dans la chaîne alimentaire des espèces marines, qui est une espèce quand même qu'on utilise dans les cosmétiques dans certains pays déjà voir comment pouvoir les incorporer dans la fabrication des aliments locaux, des provandes pour élever des animaux comme les poissons et autres. Des recherches sont en cours pour mieux prédire leur arrivée, mieux les collecter en mer et même les valoriser. La mairie annonce une vaste opération de libération des espaces publics. En ligne de mire, les véhicules abandonnés sur les trottoirs et garages installés de manière illégale. Les propriétaires disposent d'un délai de 3 mois pour se conformer aux décisions municipales. Avant le début des sanctions, que pensent les populations de cette mesure? Élément de réponse avec Karamatou Agbataou et Évariste Zomaou. Il s'agit d'une mesure d'ordre, de sécurité, de salubrité et de protection de domaines publics. À travers une note en date du 13 avril 2026, le maire de Cotonou annonce une opération imminente de libération des espaces publics encombrés par des véhicules hors d'usage qui jonchent trottoirs et abordent des routes. Les carcasses, un peu de temps, ça commence par se gâter. On voit les voitures qui se gâtent sur la voie et la circulation, ça bloque la circulation. Les véhicules garés sur les trottoirs, ça empêche la circulation. Ça va créer un bouchon et ce n'est pas intéressant. Il est normal que ceux dont les véhicules sont en panne viennent libérer les axes. La mesure concerne également les garages de rue installés de façon anarchique, certes dans une dynamique d'économie informelle, créatrice de revenus, mais qui pose néanmoins un véritable problème de mobilité. Les mécaniciens
qui prend le charge là pour leur dire qu'ils vont réparer ça. Et des fois, si leur capacité ne suffit pas de le faire, ils laissent ça. On a vu les voitures engalées au bord des voies là. Ça nous donne nous aussi un peu de choc. Ça garde l'environnement. Un délai de 3 mois est accordé aux propriétaires des véhicules concernés pour se conformer à la décision municipale. Passé ce délai, les autorités procéderont à l'enlèvement et à la mise en fourrière des véhicules abandonnés. Les garages installés illégalement sur le domaine public seront fermés et les véhicules récupérés pourront être vendus aux enchères. Et si l'économie d'un pays pouvait être racontée par l'art, c'est à cette question que répond l'exposition Equilibrium Wind, le vent d'équilibre. L'artiste Thierry Oussou propose une immersion au cœur de la filière coton, pilier de l'économie béninoise. Une approche originale où création artistique et réalité économique se rencontrent. Reportage avec Macléode Danroussodé et Ulvaeus Balogou. Des fibres de coton installées dans des bacs. Des photographies qui retracent la chaîne de production, de la peinture sur toile et une vidéo en fond sonore. Au cœur de cette installation, l'or blanc. Plus connu comme une matière première stratégique, le coton est ici transformé en langage artistique. L'auteur, Thierry Oussou. De la culture dans les champs à l'industrialisation, l'artiste retrace toute une chaîne de valeurs. Une façon de rendre visible un secteur souvent réduit à des chiffres, mais qui repose avant tout sur des hommes et des femmes. Il s'agit de l'exposition Equilibrium Wind, le vent d'équilibre. C'est une exposition d'art conceptuel autour du coton, mais surtout autour de l'homme. Le concept qui est présenté parle de tout le récit que porte la matière, le coton, à savoir la mémoire à travers la traite négrière, mais aussi des leviers de développement socio-économique, les conditions de travail des cotoculteurs, à l'industrialisation. L'exposition se distingue par une démarche multimédium, multispatiale et multitemporelle. Une démarche artistique qui permet aux visiteurs d'être un témoin de la chaîne de transformation de cette matière brute. L'objectif, c'est d'amener les gens à toucher le coton. Il y a des gens qui n'ont jamais touché le coton. Et au-delà, on a de la peinture qui est inspirée des usines. On a de la photographie pour montrer ce que la peinture ne peut pas montrer et pour montrer aussi ce que l'installation ne peut pas montrer. Il y a aussi la toile appliquée, appropriée à ma manière, c'est-à-dire je suis parti du drapeau de la période révolutionnaire pour transformer l'étoile rouge en fleur de coton associée avec le cercle qui parle de la globalisation et le bleu qui peut parler de l'océan. Entre installation et narration visuelle, l'exposition met surtout en lumière les femmes et les hommes derrière cette filière. Tout ensemble, c'est pour faire un lien avec l'histoire. Aussi avec la vidéo qui documente aussi par les agoudas l'industrialisation du coton industriel et aussi par le phare et les vertus thérapeutiques et spirituelles du coton. Equilibrium Wind n'est donc pas une exposition esthétique. C'est une œuvre engagée à la croisée de l'art contemporain, de l'histoire économique du Bénin et de la réflexion sociale. Page sportive à présent. À quelques jours du 21e tour du Bénin, l'équipe nationale est en plein préparatif. Objectif, rivaliser avec les meilleures formations africaines. Entre intensité, stratégie et cohésion, immersion dans le quotidien de ces athlètes, prêts à tout pour décrocher une victoire. Reportage signé Herman Rodrigue à Mégan. Pour retrouver de la concentration, il faut parfois prendre de la distance, s'isoler du périmètre urbain et son rythme étouffant, s'offrir un moment de fraîcheur. C'est ici à Covey, à 150 km de Cotonou, que se prépare l'équipe nationale en vue du prochain tour du Bénin. Allez, on sort, Rodolphe. Allez sauter, c'est bon. Pour ces athlètes, la journée démarre pied au plancher, sous la houlette de l'entraîneur national Fernand Gandaro, lui aussi ancien double vainqueur du Tour du Bénin en 95 et 98. Nous sommes à quelques jours
et du tout. Donc il faut quand même les habituer à vite se réveiller pour quand même aider à rentrer dans l'ambiance du tour. Ricardo, 24 ans, une des belles promesses de l'équipe nationale, séjourne ici avec ses coéquipiers depuis une vingtaine de jours. Dans quelques minutes, ils seront lancés à pleine vitesse pour un peu plus de 2 heures d'entraînement. Mais pour l'instant, l'heure est à la concentration. La course commence déjà dans les têtes. Nous allons faire les intervalles, 10 minutes de force et 10 minutes de récupération, mais on ne dépasse pas la zone 3. Je me sens super en forme et content d'aller à l'entraînement ce matin. 22 ans de disette, de longue attente. Car depuis Sakaria Winoussa en 2004, plus aucun Béninois n'a remporté la compétition. 10 équipes nationales et 5 clubs d'horizons divers prennent part à ce 21e tour. Parmi la Légion étrangère, les 3 meilleures équipes du continent annoncées déjà favorites, l'Érythrée, l'Algérie et l'île Maurice. Et ces coureurs, qui portent en eux le relief du Bénin, savent donc que la compétition est devenue une vitrine continentale, un terrain où l'on ne fait aucun cadeau. 3 minutes, il ne reste que 3 minutes, allez. On ne lâche pas. Alors pour résister, il faut être prêt à flirter avec ses limites. On fait un peu intense, on pousse un peu à bloc, on recule un peu et encore on recommence. Dans ce peloton mixte, les dames doivent faire un peu plus d'efforts pour tenir le rythme. Avec les garçons, ça bouge un peu plus fort et aussi, ça me permet de monter encore le niveau. Sur les routes de Covey, on répète les gammes, savoir quand s'effacer, quand s'isoler et surtout quand porter les stockades. Tu vois, là où il est maintenant, il est déjà très loin de l'arrivée. L'encadrement technique peaufine les stratégies de course. Tout le monde se met devant le sprinter. Ne le dérangez pas. Protégez-le jusqu'à l'arrivée. La cohésion d'équipe, travailler ici est leur âme secrète. Car sur la route, si le talent gagne des étapes, c'est le groupe qui construit le succès. Vous pouvez être bon, si vous ne savez pas rester dans un peloton, vous ne pouvez rien faire. Il faut savoir s'appliquer, il faut savoir prendre des relais pour pouvoir espérer et aller très loin avec le peloton afin de faire des arrivées. Après 3 heures intenses sur les routes, à affronter la fatigue et la chaleur, un moment de répit. Ricardo, c'est bidon. Avant de se remettre en selle, avec un objectif bien affirmé, gagner au moins une étape sur le Tour du Bénin. Depuis des années, nous visons une étape sur nos propres tours et avec l'équipe actuelle, nous allons essayer de le faire. Quelques heures de repos pour ces coureurs. Le corps a été sollicité, malmené, et il faut maintenant le réparer, l'apaiser, le reconstruire. Je suis me préparer pour la séance de yoga et pour rejoindre l'équipe dans la salle. Dans le cyclisme moderne, la performance ne se limite plus à la puissance. Elle passe aussi par la maîtrise de soi, l'équilibre et la capacité à écouter son corps. Les séances de yoga, chaque fois après les entraînements, ça me permet de mieux me retrouver le lendemain et d'augmenter encore plus sur mes performances. Le soleil décline sur les routes du zoo. La journée démarre comme elle a commencé, ensemble. Pour ces athlètes, le voyage a déjà commencé. 12 d'entre eux auront le privilège de représenter le pays du 27 avril au 3 mai. Et ils vont sillonner le Bénin du nord au sud en 5 étapes. Au bout de la route, un rêve à défendre. Mesdames et messieurs, page internationale à présent, le point de l'actualité internationale dans ce récit de Rodrigue Ola Babaguito.
Va-t-on vers un retour à l'ordre constitutionnel dans la région du Sahel avec cette visite? Le président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, a atterri ce lundi 20 avril à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail. Accueilli par le capitaine Ibrahim Traoré, le président burundais a ensuite rejoint le palais présidentiel. Même si rien n'a filtré sur la teneur de l'entretien, cette rencontre marque la volonté d'instaurer un dialogue direct entre l'UA et le Burkina Faso, membre de l'Alliance des États du Sahel suspendu de l'organisation continentale. Coopération militaire, énergétique et culturelle, c'est le menu du premier sommet franco-polonais tenu à Gdańsk, en Pologne, ce lundi, sous la direction d'Emmanuel Macron et Donald Tusk. Cette journée de l'amitié entre les deux pays promet de renforcer les liens de Paris et Varsovie. L'initiative concrétise le traité de Nancy signé depuis l'an dernier qui intègre la Pologne au cercle très fermé des États auxquels la France a promis une assistance militaire mutuelle. Le sommet de Gdańsk devrait être l'occasion de signer quelques partenariats en matière de satellites et de communication militaire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Retrouvez donc à la suite de ce journal. Donc à 21h, le documentaire Hyperphagie, manger à s'en rendre malade. À 21h30, un documentaire, à nouveau Terre de femmes, Mozambique. Et à 23h30, votre journal télévisé du soir. Retrouvez également toutes nos éditions JT sur les plateformes digitales www.srtb.bj, les réseaux sociaux de Bénin TV, nos chaînes YouTube et WhatsApp et notre application bien sûr téléchargeable sur Play Store. Excellente soirée sur Bénin TV en compagnie de nos programmes.